Dans le Code du travail, il est précisé que l'employeur qui a plus de 20 salariés doit mettre à sa disposition un robinet. Bon, la veille, je ne fais pas mon cours, je dis, je vais trouver un synonyme. Moi, je suis pas mal intelligent. Et là, le lendemain, j'ai dit, oui, l'employeur qui a plus de 20 salariés, il doit mettre à la disposition de ses salariés un abreuvoir. Oh! Et là, c'est un rire général, comme quoi les mots ne veulent pas dire le même sens. Vous avez été très élogieux à l'égard de la langue française avec ses expressions particulières. Par contre, on a des travers. Chum. Moi, je ne suis pas capable de dire un copain. Je vais vous dire pourquoi. La fille a un chum, le garçon a une blonde. Par contre, moi, si j'ai des amis et je vais aller dîner chez quelqu'un, je n'irai pas, je vais aller chez mon copain. Ça va être mal interprété. On va dire chez mon chum. Donc, vous voyez, des fois, je sais que c'est un mot anglais, mais je n'ai pas la difficulté à utiliser le mot français. L'erreur que je fais, vous le savez, mais vous savez, je vais vous le dire, en parlant d'une troisième personne, on va dire « y vas-tu venir ». On met ce fameux « tu » partout. Voilà. Bon. Vous parlez l'évolution en France, maintenant on va féminiser le nom des professions. Professeur, vous en avez parlé, maîtresse de conférence, oui. Mais en France, on n'est pas capable de dire la mairesse. On dit toujours Madame la maire. Donc, peut-être un autre effort qui va venir plus tard. Et vous parliez des accents. Vous parliez des accents. Au Québec, vous le savez bien, à Québec, on va dire le poteau, une baleine. À Montréal, c'est la baleine et puis un poteau. Vous voyez, les accents, c'est... Oui, l'accent, bien sûr. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un gang. Vous l'avez dit un peu. Mais nous, on va dire, en tout cas, on va parler de la gang. Une gang de chums. Vous voyez, des fois, les accents sont différents. Bon, bref, je terminerai en disant qu'au Québec, pour moi, ce que vous avez dit, les Québécois ne sont pas si sensibles à cela, l'origine des thèmes, la signification des mots. C'est très bien de le savoir. Actuellement, je pense que c'est les anglicismes. Voilà. Quel est le champ de bataille qu'on doit prendre en France pour combattre des anglicismes, sachant que le champ de bataille pour les Québécois, c'est pas tout à fait le même. Donc, si vous pouviez dire un mot sur ça, quel... Dans la lutte contre les anglicismes entre le Québec et puis la France. Le Québec, lui, il est au front, si je puis dire, puisque l'anglais est partout. Il ne s'agit pas de se faire dévorer, il s'agit de bien faire mettre les frontières, et vous évoqueriez mieux que moi la manière de lutter contre cela. Et je trouve que ce que vous avez de magnifique et que nous n'avons pas, c'est que vos institutions, alors j'en parle de l'extérieur évidemment, hein, que sont par exemple l'Office québécois de la langue française, agissent tout de suite, et que 90%, enfin je l'espère en tout cas, des gens sont convaincus qu'il faut y faire attention. Alors nous, de l'autre côté, ce qui est pénible, c'est que naguère, Diafoirus, avec Molière, glissait des mots latins tous les 5 minutes, parce que ça donnait évidemment l'idée d'une grande culture, ça écartait le peuple. Et aujourd'hui, c'est l'anglais qui joue ce rôle, mais alors pas dans les milieux cultivés, dans les milieux économiques, dans les milieux commerciaux, dans la publicité. C'est hélas ce qui touche évidemment le plus les jeunes, qui sont un peu confrontés à ça, qui vient directement. Et c'est là où il y aurait davantage qu'une lutte pied à pied sur chaque mot anglais, comme vous le faites bien. Nous aussi, il faut le faire, mais il y aurait, parce que souvent, on a le mot français à côté, qui est connu. Il faudrait essayer de mettre en avant combien c'est pédant, combien c'est ridicule, et combien, dans le fond, ça n'est pas gagnant. Alors, de là à être aussi, comme je suis vice-président de défense de la langue française, j'ai parfois quelques puristes aussi dans le groupe qui en rajoutent trop. Je peux dire moitié-moitié,
Et en souriant, je peux dire 50-50, mais c'est de l'humour. Bon, et dans ce cas-là, ça ne porte pas vraiment à conséquence. Où ça porte à conséquence, c'est quand on utilise tellement le mot anglais qu'on oublie le mot français. Je prends par exemple à l'université, où on est soumis très souvent à des délais pour remettre un article, pour remettre un livre, pour remettre quelque chose, et systématiquement, la deadline est. Et je me suis surpris, à force d'être bombardé de deadline, à me dire, mais comment on dit au fait en français alors que date butoir est tout aussi simple. Là où je suis gêné, vraiment gêné, il y a peu de temps, une étudiante chinoise m'a fait faire une conférence, pas en Chine, mais pour la Chine, sur les dictionnaires français. Et j'ai fait ma conférence en français. J'étais très content. La seule chose, c'est que j'ai fait une conférence d'1 h 30 sans prendre conscience qu'elle m'avait dit que ça durera 1 h 30. Bon, 1 h 30, c'est quand même assez long. Qu'elle voulait que je lui envoie le texte français avant. Et la même étudiante chinoise m'a demandé si elle avait une grande revue anglaise sur les dictionnaires du monde entier, c'est écrit qu'en anglais. Et si, dit-elle, c'est vous, elle exagérait, mais enfin c'est vous qui devez faire cet article. Je dis, mais moi je ne ferai pas l'article en anglais, ce serait catastrophique, ce serait... Ah oui, mais je le traduirai. En fait, pour parler des dictionnaires français dans cette grande revue internationale qui n'est qu'en anglais, j'avais pas le choix. Et donc je lui ai dit, moi je vous l'écris en français, si vous voulez le traduire en anglais, vous le faites, mais moi je ne le ferai pas. Elle l'a fait, et finalement j'ai envoyé à l'Académie française le texte français, en disant voilà, ça c'est le bon texte français, et voilà le texte en anglais si vous avez affaire à des gens qui ne connaissent pas un mot de français. Et là, vous savez ce qu'on dit parfois des Américains, ils sont monolingues. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, si on veut faire connaître le dictionnaire français, ils ne diront jamais un texte en anglais. Alors, un jour, j'ai fait une conférence pour Euralex, et j'ai dit, je la fais en français. Je l'ai faite en français. Il y avait un amphithéâtre plein, ils étaient, je sais pas, plus d'une centaine. Et après, on m'a expliqué qu'il y en avait à peu près 80% qui ne comprenaient pas un mot de français. Bon, alors, ça m'a un peu interpellé, quoi. Je me suis dit, c'est quand même un peu dommage. Monsieur le Provost, c'est très, très, très intéressant. Le Québec, c'est toujours épatant qu'il parle encore français. Depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, la pression est très, très forte. Moi, ce que j'ai retenu de ma vie en France, ça fait très longtemps que je suis ici, c'est ce besoin de France que nous, on a pour justement que notre langue subsiste, que notre langue ait un écho hors le territoire national québécois. Mais c'est la difficulté souvent avec les Français, et c'est de moins en moins marqué selon moi, du niveau de précision qui est attendu sur le mot, et le mot et l'accent. Deux anecdotes. Ma conjointe, il y a un bon moment, cherchait des chandelles. Elle va dans une espèce de Monoprix, elle fait 2-3 magasins, elle demande, personne n'a des chandelles. Là, elle était un peu énervée, elle se promène, puis là, il y a une boutique avec les arts de la table, elle en voit. Évidemment, c'est pas le même prix que chez Mono, là. Et là, elle rentre, elle dit, vous avez des chandelles? Oh non! Ah, chandelle, c'est du vieux français. Ma chandelle est morte. C'est une bougie. Alors, ça m'a toujours épaté. On dirait que les Québécois comprennent mieux les Français que les Français les Québécois, souvent. C'est comme si on acceptait, pas une marge d'erreur, mais le curseur, si on veut, est plus large. Moi, j'ai une autre anecdote. Je vais chercher du pain un samedi matin. Je me suis couché tard, t'as envie de passer inaperçu. Et j'arrive dans la boulangerie, puis je demande du pain. Du pain? Non, on n'a pas ça. Il n'y a pas de poisson là, c'est une boulangerie. Elle dit, ah, du pain! Ben oui. Et toi, tu veux passer inaperçu? J'ai l'impression qu'il y a un niveau de précision attendu. Parfois,
vous avez conclu là-dessus juste avant de parler. Et ma dernière intervention, c'est une question. On parle, mais on écrit, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de l'écriture inclusive? Du mal. On a parfois dit toutes et tous, c'est de l'inclusif. Bon, moi, ça ne me gêne pas de mettre toutes et tous. Bon, les puristes veulent dire non, tous, ça englobe tout. Ça ne me gêne pas de mettre les femmes et les hommes, les institutrices et les instituteurs. Alors ça, c'est de l'inclusif que j'accepte tout à fait, qui ne me gêne pas. Ce que j'appelle inclusif gênant, c'est les points. Alors ça me gêne parce que ça ne se lit pas bien. Donc on a une rupture entre l'écrit et puis ce qu'on lit. Ça complique la frappe, ça raccourcit, mais pas tant que ça. Et parfois ça rallonge même. Or, je l'ai dit tout à l'heure, on a le tiers foisonnant, on a déjà la langue, une des langues les plus longues. L'italien est peut-être encore plus long, mais une langue très longue. Donc l'inclusif nous complique un petit peu la tâche. Alors, je vois ma fille aînée qui fait quelques livres, qui elle l'utilise avec, je sais pas, sur des mots un peu simples, professeur, point, point, S. Bon. Alors je me dis, après tout, ça c'est, je suis en train d'admettre petit à petit ça parce que moi ça m'arrivait avant, pour gagner de la place, de mettre une parenthèse. Et dans le fond, les points ou la parenthèse, j'évolue là-dessus un peu. Mais après, il y a un moment où non, ça devient un petit peu montrant la différence entre l'anglais et le français. C'est une dame qui est traductrice à l'ONU. Et elle montrait, alors, après, interprétation, que les Anglais, il n'y a pas un point d'Angleterre qui a plus de 100 km de la mer. C'est vraiment un pays maritime. Et les Anglais sont habitués à une perspective lointaine de la mer. Ce sont des marins. Et leurs mots, leur langage, leur vocabulaire vient en partie de la mer, vient aussi des Vikings, puisqu'il y a beaucoup de Norrois aussi en anglais, comme window, des choses comme ça. Et ils ont des mots, et alors elle le démontrait fort bien dans sa thèse, qui sont globalisés. Nous, on a souvent besoin d'un mot précis pour chaque chose. Alors, si on a beaucoup de vocabulaire, on va prendre le bon mot. Si on n'en a pas beaucoup, ben on va les oublier. On va oublier chandelle, on va oublier calor. Calor a donné calories, a donné chaud, chaleur, mais a donné aussi, en français, au-delà de chaudronnier, etc., a donné le mot, le verbe chaloir, qui a donné la chaleur. Ça a donné le chaland, celui qui achetait, bouillant pour acheter. Ça a donné nonchalant, celui qui n'est pas bouillant pour acheter. Et ça a donné l'expression archaïque qui n'existe plus en français, qui était peu me chaud, qui veut dire ça, peu m'importe. Si dans l'enseignement, c'est un autre cheval de bataille, on ne fait pas un énorme effort pour donner du vocabulaire aux enfants, aux élèves, l'apporter, alors l'anglais et les anglicismes aidants, TikTok, toutes ces choses-là, des réseaux qui limitent le vocabulaire, bon, c'est sûr qu'on va vers un appauvrissement. Je voudrais d'abord vous remercier. J'ai beaucoup apprécié votre conférence. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Mais en même temps, vous savez, chez nous, on est à la frontière des États-Unis, à Sherbrooke particulièrement. Oui. Puisque dans cette région, toutes les municipalités portent un nom anglophone. Il y a quand même beaucoup moins d'anglophones à Sherbrooke, parce que ça a déjà été 80% anglophone et maintenant c'est 80% francophone. Sauf que c'est une bataille de tous les jours. Une chance que nous avons l'Office québécois de la langue française qui nous aide à faire cette bataille. Nous sortons d'un congrès à Rimouski, un congrès qu'on appelle commun, France-Québec et Québec-France. Et une des priorités qui a été retenue, c'est carrément la langue française. La langue française, c'est une priorité pour nous et nous devons à tous les jours se battre pour la conserver. C'est particulièrement plus difficile à Montréal. À Québec, c'est relativement calme. Moi, j'ai été guide touristique pendant 10 ans à Québec et j'ai été aussi guide avec les Québécois en France pour 14 voyages. Donc, j'ai serpenté beaucoup la France et j'ai aussi appris, je riais tout à l'heure quand mon ami Jean-François parlait de son pain.
Ben moi, c'était le beurre. Hein? Alors, à chaque fois, partout, n'importe où, les Québécois demandaient du beurre. Ils disaient, ah, du beurre! Ben voilà. Et je terminerai sur un écriteau que j'avais vu sur... j'étais assis, je ne me rappelle pas dans quelle région que j'étais, et c'était écrit « Nous faisons l'andouille depuis 100 ans de père en fils ». Alors que l'andouille, chez nous, c'est pas du tout la même chose. On va se faire une pause pour reprendre de l'énergie, pour passer l'après-midi une autre animation. En tout cas, merci beaucoup Jean. D'être le bienvenu encore cet après-midi, effectivement, ça peut être utile, justement, dans notre prochaine animation.